Bonjour à tous, amis fidèles de la radio Isanganiro, et bienvenue à ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser du rôle ou de la contribution des organisations de la société civile dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a réuni le 25 mars 2021 à Bugarama, en province de Muramvya, les responsables des associations sans but lucratif, ASBL en sigle. Il leur a appelé notamment de mettre en avant les programmes de développement communautaire. Comment se porte alors aujourd'hui la contribution de ces organisations dans le renforcement de la démocratie dans le pays, si du moins elles ont cette rubrique dans leur cahier de charges respectifs? Comment elles entendent travailler avec les institutions de l'État pour apporter leur pierre angulaire dans cette noble mission? Quels défis, si défis il y a? Quelle voie de solution pour bien cheminer ensemble, organisations de la société civile et les autres organes concernés de l'État dans le renforcement ou la consolidation de la démocratie au Burundi et probablement d'autres interrogations encore. Deux invités sont avec nous sur le plateau. Il devrait y avoir un troisième, mais il sera avec nous en ligne. Pierre Mouriquier, vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. Je salue également ceux qui nous écoutent. Merci. Rémi Havzalimana, vous êtes le représentant légal de l'organisation Maison Lueur d'Espoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent. Et puis nous sommes avec vous au téléphone, Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana, vous êtes le consultant indépendant, défenseur des droits humains. Bonjour et bienvenue. Espérons que vous nous entendez. Merci de nous avoir invités. C'est justement, je pourrais essayer de continuer en ligne. Merci. Merci beaucoup. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo, Alain Désiré Boukéeneza pour la réalisation, prise d'image de Renaud Nyongheza et Gracia Justicia Tuikeze et au micro, Léon Sebitariho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue. Je vais adresser la première question à vous, Pierre Ngourikié, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Pourriez-vous nous partager ce qui figurait sur l'agenda lors de la réunion le 25 mars dernier avec les responsables des organisations de la société civile? Vous étiez à Bugarama. Oui, j'étais à Bugarama. Et comme vous le dites, c'était une réunion de son Excellence le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique avec les gouverneurs de province. Et une réunion qui était organisée à l'intention des responsables des organisations de la société civile, des associations sans but lucratif. Oui. C'est une partie de la société civile. Et l'objectif, c'était de leur rappeler leur rôle dans la cohésion sociale, mais aussi dans le développement communautaire, qui est actuellement le cheval de bataille du programme de l'État d'Imviei, l'État Ngozi. C'était donc une réunion qui se tenait au moment où on a traversé la période électorale. La récente réunion avait eu lieu en 2019. Ça faisait 2 ans. Ah bon? 2 ans qui avaient connu une période plus ou moins de tension avec les élections. Et donc, il fallait les réunir. Entre société civile et ministère de... Non, tension, je dirais, la période électorale, elle est caractérisée par une course. C'est comme si c'était un match. Et donc, lorsqu'il y a un match et qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a nécessairement des tensions parce que chaque équipe veut gagner. Mais ça a été en tout cas une victoire pour tout le monde. Voilà. Ça a été une victoire pour tout le monde et c'est la raison pour laquelle on a eu cette réunion.
Personne n'a perdu, je dirais. Donc le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a été satisfait de cette rencontre et des échanges qui ont eu lieu. Oui, nous, au niveau du ministère, on a été satisfait. D'abord, au niveau de la participation, la réunion a connu une participation record. Jamais on avait manqué de place pour les représentants des associations sans but lucratif. D'habitude, quand on organisait une telle réunion, on avait autour de 150 personnes. Mais à Moranvia, on a même manqué. Toutes les salles qui avaient été préparées pour les accueillir ont été débordées. Et à tel point que la plupart, je dirais, deux fois le nombre qui était dans la salle était à l'extérieur. Ah bon? Voilà. Et alors, votre appréciation par rapport à la collaboration entre ces organisations de la société civile et les institutions de l'État, c'est comment? Là, alors, je dirais que c'est mitigé parce que vous savez que les organisations de la société civile telles que elles se trouvent actuellement sont régies par la loi de 2017. Vous savez que d'abord, avec la forme moderne de la société civile, on l'a eu avec l'avènement de la démocratie en 1992. Et la loi a été révisée en 2017. Et alors, il a été demandé à ces organisations de se conformer à cette nouvelle loi de 2017. Mais le constat est que malheureusement, sur l'ensemble de 6819 associations sans but lucratif que nous connaissons actuellement, avec... J'allais justement vous poser cette question par rapport au nombre de ces organisations. C'est beaucoup. 6800, c'est beaucoup. C'est ce que nous avons maintenant, mais les demandes, on a encore plusieurs demandes d'agrément qui ont été suspendues d'ailleurs. Et je vous dirais que sur ce nombre, ce chiffre, on n'a que 674 ASBL qui se sont conformés à cette loi de 2017. Et sur ces 674, je vous signalerai que rien qu'en 2017, seuls 233 ASBL ont pu présenter leur rapport d'activité annuelle tel que prévu par cette loi. Et en 2018, c'était 488. Et en 2019, on est tombé encore plus bas à un chiffre de 282. 282 ASBL qui ont présenté le rapport annuel d'activité. Et pour dire que la plupart de ces organisations travaillent maintenant dans l'illégalité parce que ne se sont pas conformés à la nouvelle loi. On parle de la contribution de ces organisations de la société civile en matière de démocratie, renforcement de la démocratie au Burundi. Mais vous parlez des chiffres qui vont de 6819 organisations inscrites, mais elles sont en termes de 230 combien, 240 combien, 282 qui donnent leur rapport annuel. Il y a donc des lacunes. Comment est-ce qu'elles contribuent, ces associations, comment est-ce qu'elles contribuent en matière de démocratie? Vous pouvez le constater de vous-même. Lorsque vous êtes illégal au départ, il est difficile de prouver que vous travaillez, que vous contribuez pour la démocratie. Parce que la démocratie, c'est d'abord un état de droit. Et donc, la première obligation, c'est de respecter la loi. Lorsque plus de la majorité de ces organisations ne se sont pas conformées à la loi, travaillent dans l'illégalité, il va être difficile d'affirmer que vraiment ils peuvent contribuer à la promotion, au renforcement de la démocratie. Je vais me rendre chez l'organisation Maison Lueur d'Espoir, représentée ici par vous, Rémi Habzalimana.
Vous aussi, je crois que vous avez participé dans la réunion de Bugarama, n'est-ce pas? Oui, la Maison Nouvelle d'Espoir a participé. Vous avez participé. L'objet de la réunion, les échanges et les résultats, ça vous fait quelle impression? Je ne sais pas si vous êtes parmi les 282, 233, 400 qui donnent leur rapport annuel au ministère de l'Intérieur, etc., de la sécurité publique et du développement communautaire. Oui, s'il faut me positionner par rapport à ce qui a été dit dans la réunion et la façon justement dont les organisations sont en train de contribuer, parce que j'y crois, c'est que ce qu'il vient de dire est tout à fait vrai et tout est contextuel. Les organisations de la société civile ont connu tellement de changements dans ces derniers temps qui souvent effectivement étaient communiqués d'une certaine manière, de telle sorte que tout le monde n'était pas assez informé. Il l'a dit indirectement parce que lorsqu'il dit il est content que la participation actuelle ait été vraiment plus qu'inattendue. D'ailleurs, les lieux qu'ils avaient préparés n'ont pas été suffisants. C'est-à-dire que c'est une preuve suffisante que la société civile, les organisations de la société civile voudraient vraiment être informées, savoir ce qui se passe et avoir des orientations du ministère qui les gère. Et le grand problème, peut-être, il serait question peut-être de se poser la question de savoir pourquoi maintenant il y a une participation massive par rapport aux autres années. Là, c'est peut-être la stratégie. Vous faites une idée? Non, je sais, je vais essayer de me répondre. C'est peut-être la bonne stratégie du ministère parce que vous savez, il y a d'abord cette stratégie du gouvernement de prendre Gitega comme capitale politique, le centre du pays. Et la réunion a eu lieu pas loin du centre du pays. Probablement que ceux qui, à un certain moment, se sentaient éloignés du lieu de réunion, maintenant se sont sentis rapprochés. Ça peut être une raison. La deuxième, c'est aussi une communication, je pense, qui à un certain moment a été intensifiée. Ce qui est un point positif. Mais communication via les réseaux sociaux, via les... Non, les communications qui sont sorties du ministère à l'endroit de ces organisations, et surtout dans cette période justement où plusieurs se posent des questions, et s'ils se posent des questions, c'est-à-dire qu'ils sont aussi en quête de réponses. Et l'autre élément qui, je pense, n'est pas moindre, qui pourrait justifier la participation massive des organisations de la société civile, c'est probablement parce qu'ils s'attendaient à des solutions, des précisions, des éclaircissements au cours de ces réunions. Donc, des éclaircissements, des solutions par rapport à quel défi? Par rapport à ce défi dont il parle. Lorsque vous entendez que à peu près en dixième, d'ailleurs moins d'un dixième, moins de 10% des organisations enregistrées se sont conformées. Et la question serait, s'il faut se poser la question, est-ce que ceux qui ne l'ont pas fait n'ont pas voulu le faire? Est-ce qu'on peut avoir l'idée des dossiers qui sont au niveau du ministère, de ce service qui devrait et qui est en train peut-être de traiter les dossiers et qui n'a pas encore sorti les résultats des organisations qui ont déposé pour conformité? Parce que ça aussi, c'est une autre question. Donc, il y a tellement de questions qui sont là, qui n'ont pas encore de réponse, mais nous l'espérons. Et la preuve, les contacts, les opportunités d'échanger avec le ministère qui nous gère se multiplient. Et par là, nous pensons qu'effectivement, ça va aller. Il a souligné, par exemple, qu'ils ont plutôt un effectif assez important d'organisation, de demandes. C'est-à-dire qu'il y a un engouement d'agir et de contribuer positivement. Là, la question, c'est de voir est-ce que toutes les exigences du ministère à l'endroit de ces organisations sont assez accessibles par tous ceux qui voudraient agir. Est-ce qu'ils ne trouvent pas des barrières, des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse lorsqu'ils sont en train de faire cela? Est-ce que, voilà encore une fois, le niveau peut-être qui devrait recevoir plus de lumière lors de ces conversations pour qu'effectivement on ne
soit pas sur le résultat, sans peut-être se poser la question de savoir pourquoi ce résultat. Mais sans vous couper la parole, est-ce que parmi ces raisons que vous évoquez, est-ce que vous n'estimez pas qu'il y aurait eu une certaine peur par rapport à l'œil vigilant du ministère qui a en charge ces organisations de la société civile, l'œil vigilant qu'il a envers ces organisations de la société civile, ce qui aurait justifié cette présence massive le 25 mars dernier? Probablement. Là, je ne saurais pas me positionner dans le sens... parce que si je parle du grand effectif des dossiers qui sont en attente, des dossiers qui ont été déposés et pour lesquels on n'a pas encore donné de réponse, s'ils doivent se conformer ou corriger ceci ou cela. Mais là, je n'ai pas d'effectif, le nombre exact. Mais je connais un certain nombre des organisations qui sont en attente. Mais vous comprenez déjà, lorsqu'on arrête même les demandes qui ne viennent pas, et alors que les autres attendent, maintenant, la question serait de poser la question, est-ce que ceux qui sont en train d'agir, parce que si maintenant le processus est arrêté, j'ai déposé mon dossier, on ne m'a pas dit que on me dit attendez, l'agrément n'est pas annulé. Est-ce que je suis légal ou je suis illégal? L'erreur est où? Parce que lorsque j'ai déposé le dossier, j'étais dans les délais. Et lorsque vous vous adressez à ceux qui traitent les dossiers, vous disent qu'ils ont tellement de dossiers et que vous devez attendre. Vous êtes contraint de patienter. Voilà. Donc, finalement, c'est cet échange que je voudrais qu'il soit franc et que l'on se dise, lorsqu'on dit les statistiques montrent ceci, est-ce que c'est l'erreur de ceux qui ne sont pas qui ne se sont pas conformés? Est-ce que c'est l'effectif du personnel qui traite qui est moindre? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'effectivement tout cela soit à l'aise? Progressons un peu pour ne pas risquer d'oublier. L'ONG Maison Lueur d'Espoir, elle figure à quelle catégorie de ces organisations? Donc, ces organisations qui donnent des rapports annuels ou celles qui ne donnent pas? Au niveau des rapports, pas de problème. Pas de problème. Mais à la Maison Lueur d'Espoir, par exemple, elle figure parmi ceux-là qui attendent et qui ont déposé le dossier à temps et qui, lorsque nous posons la question, est-ce que c'est déjà fait? Ça reste un défi. Exact. Alors là, la question que je pose, par exemple, qui aurait été éclaircie, et j'espère que ça va l'être, c'est celle de savoir est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Avant de nous rendre à l'organisation, chez Faustin Dikoumana, le consultant indépendant, défenseur des droits humains, une petite question. Votre organisation, Maison Lueur d'Espoir, vous estimez qu'elle contribue à quelle échelle dans le renforcement de la démocratie au Burundi? Échelle, c'est peut-être... à quel degré? Oui, c'est le degré sous-entendrait avoir une sorte de référentiel, parce que, encore une fois, ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est que chaque ASBL se positionne par rapport à ses objectifs et son champ d'action et son secteur. Et suivant le niveau où vous en êtes, vous dites, je vais travailler sur cette zone, compte tenu des capacités, vous voyez, plusieurs éléments entrent en jeu. Alors, c'est pas seulement par rapport au champ d'action, c'est aussi au secteur d'intervention, parce qu'on ne saurait pas intervenir dans tous les secteurs. Alors, la Maison Lueur d'Espoir intervient dans l'encadrement de la population, c'est sur deux secteurs, si vous voulez. D'abord, le premier, c'est la paix et réconciliation, où nous travaillons avec les décideurs à différents niveaux, au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau... j'allais dire de l'armée, de la police, au niveau des partis politiques, au niveau religieux. Alors, ça c'est le département de paix et réconciliation, mais au niveau du développement communautaire, nous travaillons avec la population à la base dans l'encadrement de l'épargne et crédit, l'agriculture, l'élevage, le petit artisanat et
ça va évidemment avec l'auto-organisation au niveau communautaire. Est-ce que des fois vous critiquez l'action du gouvernement ou vous faites des éloges par rapport à l'action du gouvernement? Ces deux verbes vous que avez je des qualifie appréciations, d'extrêmes, appréciations Ah, en tout cas. là vous venez. Nous apprécions. Vous appréciez. Nous apprécions. Alors la question est positivement ou négativement. Ça dépend justement parce que maintenant je viens de poser un problème. J'ai le privilège d'en parler et je sais que je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez voulu être respectueux, respecter la loi, les orientations du ministère et quelque part vous ne pouvez plus avancer? Et là, vous comprenez que vous risquez d'être considéré comme illégal. Alors là, vous comprenez que l'appréciation devient... Je me dis que, en tout cas, Pierre Mouriquier, le représentant du ministère, va en dire quelque chose. Mais en attendant, il y a Faustin Ndikumana, consultant indépendant, analyste, défenseur des droits humains. Je ne sais pas si, Faustin, est-ce que vous êtes en ligne? Je vous entends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Faustin Ndikumana. Vous êtes un consultant indépendant, défenseur des droits humains. On parle de la contribution de la société civile dans la consolidation de la démocratie. Quel serait votre point de vue? Bon, mon point de vue, d'abord, la société civile, c'est quoi? C'est toutes ces formes d'organisation dans un pays qui se font en dehors de l'administration et du secteur public, en dehors des partis politiques, en dehors du secteur privé et en dehors des confessions religieuses. Donc les ASBL sont des organisations pour défendre surtout les intérêts généraux, les intérêts communautaires et les intérêts nationaux. Et je disais que la société civile, c'est cette forme d'organisation qui sont créés dans un pays en dehors du secteur public et de l'administration, en dehors des partis politiques, du secteur privé et des confessions religieuses. Et la société civile sont des organisations qui défendent les intérêts nationaux, les intérêts des communautés. Et surtout, elles incarnent le dynamisme de l'action citoyenne. Le dynamisme de l'action citoyenne, la vigilance citoyenne, ainsi que quand on parle surtout les principes de redevabilité des dirigeants envers les communautés qui les ont élus, envers les citoyens, c'est la société civile qui est le rempart de cette redevabilité parce que dans ces actions multiformes, il y a des actions de suivi de l'action gouvernementale, d'aider les communautés à s'épanouir, de sensibilisation pour la mise en application des politiques publiques, compléter le gouvernement dans ses limites au moment de mise en application des politiques, au moment de sensibilisation, de formation, vraiment du dynamisme citoyen. Donc ils ont un rôle très très fondamental dans le développement du pays et aussi dans la démocratie. Là où la société civile n'existe pas, je le comprends même par les canaux de communication du gouvernement avec les citoyens, ou bien même si le gouvernement veut communiquer des politiques sensibilisées, et la société civile reste le courroie de transmission des messages gouvernementaux pour que ça arrive dans les communautés. Mais vous dites que là où la société civile n'existe pas, mais au Burundi, la société civile existe. Il y a plusieurs organisations de la société civile. Monsieur le porte-parole du ministère a parlé de plus de 6800 organisations. Mais bien entendu, il y a quelques centaines seulement qui donnent des rapports qui sont conformes à la loi. Et quel serait votre point de vue par rapport à cette contribution des ASBL dans le renforcement de la démocratie au Burundi? Votre point de vue? Justement, donc, il y a eu foisonnement justement de création des organes de la société civile, mais dans le temps, il y a eu justement des problèmes de fonctionnement de ces associations. Et peut-être que la capacité de mobilisation des fonds pour leur permettre de fonctionner n'est pas encore à un niveau vraiment élevé pour que les actions soient visibles sur le terrain. Donc on parle de plus de 6 000 associations et ceux qui parviennent à déposer des rapports au sein du ministère sont des associations
associations, des organisations qui ont pu mobiliser des fonds pour quand même traduire dans les faits les objectifs. Ce n'est pas très souvent qu'elles atteignent le nombre de 300. Justement, je dis, ce sont les organisations qui ont pu mobiliser des fonds pour traduire dans les faits et les objectifs qui se sont assignés au moment du demande d'agrément. Il y a la capacité de mobilisation, de fundraising, comme on l'appelle, pour mettre en application les objectifs de chaque association. Je me dis alors que... pardon? Faustin Ndikumana, il y a une ONG actuellement suspendue. Je parle de PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Actuellement, elle est suspendue. Vous en étiez le président et représentant légal. De quoi a-t-elle été victime, M. Faustin? Bon, je dois dire, tout à l'heure, vous avez posé une question, pourquoi il y a eu une participation massive des organisateurs de la société civile dans la réunion qui s'est tenue à Bugarama. Est-ce que vous avez participé à cette réunion, M. Faustin Ndikumana? Bon, je n'ai pas participé personnellement, mais par d'autres personnes, des représentants, on a pu quand même savoir les grandes lignes et les grandes recommandations. D'accord. Et je dois dire que cette participation massive, vous savez, la période passée a été marquée par beaucoup d'incompréhension, de tensions entre la société civile et les pouvoirs publics. Il y a eu beaucoup d'initiatives du gouvernement. Une loi a été promulguée, une nouvelle loi régissant la société civile, laquelle loi le gouvernement n'a pas eu le temps de l'expliquer, d'échanger les modalités de sa mise en application. Donc avec la société civile, il y a eu d'autres initiatives comme des recensements sous forme de volonté de mettre sur pied la cartographie des organisateurs de la société civile, travail qui avait été inachevé. Donc il y avait eu des incompréhensions, de manque de savoir l'orientation vraiment du gouvernement par rapport au fonctionnement de la société civile en tenant compte de cette nouvelle loi. Parce qu'il y a beaucoup de dispositions de la nouvelle loi qui sont restées là sans parvenir à être mises en application. Alors il y avait un engouement de savoir l'orientation du nouveau gouvernement, le nouveau leadership. Le gouvernement qui se dit travailleur, qui veut inaugurer une ère nouvelle dans la société pour rassembler les gens. Il y avait vraiment un soif de savoir ce message du nouveau leadership gouvernemental par rapport au nouveau discours actuel. Donc, je dois dire que la suspension de PARSEM a été dans ce contexte d'incompréhension, justement. Mais nous nous sommes dit qu'avec, justement, son nouveau leadership, cette nouvelle ère qui est inaugurée, on pensait que tous ces problèmes allaient être dissipés. Parce que, est-ce que vous vous attendez à une probable reprise de programme de cette organisation qu'est PARSEM? Naturellement, parce qu'il n'y avait pas de blocage visible. En fait, nous disons qu'avec la nouvelle ère... Mais ce n'est pas que PARSEM qui a été suspendu, Faustin Ndikumana. Je dis que tous les problèmes liés aux incompréhensions entre la société civile et le gouvernement qui ont marqué la période passée. On se dit, c'est pour cela qu'on disait, il faut aller à Bugarama pour entendre le message, la volonté du nouveau leadership par rapport au fonctionnement de la société civile. On peut pas alors qu'on devait mettre une croix sur toute cette période marquée de beaucoup de vicissitudes au niveau de la collaboration entre la société civile et le gouvernement pour inaugurer une ère nouvelle. C'est cela qui animait, c'est le sentiment qui animait beaucoup de gens qui participaient dans cette réunion. Oui, Faustin Ndikumana, quels seraient les défis par rapport au fonctionnement des organisations de la société civile au Burundi? Bon, je dois dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a des défis classiques, la capacité de travail, capacité de mobilisation des fonds, et renforcement des capacités pour pouvoir vraiment s'acquitter de leur mission. Et donc, les organisations de la société civile n'ont pas de capacités requises justement pour bien travailler sur terrain. Mais aussi,
Et il y a un autre défi que je peux évoquer lié à cette collaboration entre le gouvernement et la société civile. Et vous savez, dans la nouvelle loi qui régit les organes de la société civile, on avait prévu de mettre sur pied un cadre de concertation des associations et de l'administration. Un cadre vraiment qui devait permettre à ce qu'il y ait échange régulièrement entre le gouvernement et les organisations de la société civile. Au lendemain de la promulgation de cette loi, on avait demandé au ministère pour que ce cadre de concertation soit mis sur pied pour gérer ces problèmes d'incompréhension, pour orienter la façon dont les relations entre la société civile et le gouvernement doivent être gérées. Même la loi, l'article numéro 47 de cette loi est assez clair. Elle décrit toutes les missions de ce cadre qui devait se réunir 2 fois par an ou bien autant de fois que de besoin selon les questions à étudier. Et ce cadre, vraiment, tout le monde disait que maintenant, s'il y a un cadre, s'il y a un problème qui se dirige, maintenant, il faut des cadres qui vont permettre à les problèmes ne prennent pas une autre forme. Merci Faustin. Je vais revenir vers vous plus tard. Et je dois rappeler qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la contribution des organisations de la société civile dans le renforcement de la démocratie au Burundi, avec 3 invités. Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Rémi Habzalimana de l'ONG Maison Lueur d'Espoir, ainsi que Faustin Ndikumana. Faustin, qui est un consultant indépendant, mais aussi défenseur des droits de la personne humaine. Nous parlons de défis. Monsieur Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère, comment vous vous ressentez quand vous entendez des organisations de la société civile qui critiquent l'action du gouvernement? Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a, oui. Nous disons que les critiques sont les bienvenues. Dans un État démocratique, chacun a le droit de s'exprimer sur la conduite des affaires publiques. Et c'est son droit. Le problème, peut résider dans la manière de l'exprimer. Sinon, les critiques sont les bienvenues dans un État démocratique. Ouais. Il y a des organisations qui ont été suspendues. Je ne sais pas si vous comptez permettre la reprise de leur programme. Il y a certaines de ces organisations dont les responsables qui se trouvent au Burundi ou en dehors du Burundi, mais qui critiquent l'action du gouvernement de temps en temps. Il y en a aussi qui font des éloges. Comment vous ressentez au sein du ministère? Au sein du ministère, nous constatons que c'est la démocratie qui s'implante de plus en plus parce qu'il y a les 2 côtés, effectivement. Il y en a qui font des éloges et il y en a qui critiquent. Au niveau du ministère, nous constatons qu'il s'agit de la démocratie qui s'enracine de plus en plus. Quant à la suspension, les sanctions qui auraient été infligées à certaines de ces organisations, ça a été dû au manquement par rapport à leur statut, par rapport aux lois nationales. Et il y a des organisations de la société civile qui ont pratiquement dérapé. Il y en a même qui ont versé dans des crimes odieux. Le coup d'État, c'est un crime odieux. Il y a des organisations de la société civile qui ont versé dans les coups d'État. Il suffit de lire l'arrêt qui a été rendu par la Cour suprême pour constater qu'il y a des représentants de ces organisations qui ont été jugés et donc pour avoir participé dans le coup d'État. Il y en a qui ont participé dans l'insurrection qui a coûté la vie à des citoyens. Il y en a même qui ont, je dirais, félicité les gens qui étaient entrés, et même commandité des assassinats lors de l'insurrection. Vous savez, la personne qui a été mise au feu... Les organisations de la société civile. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La personne qui a été mise au feu, Anya Kabiga, ici à Mairie de Bujumbura, c'était sur instigation
de certaines figures de la société civile. C'est déjà prouvé. Oui, c'est déjà prouvé de par le jugement, mais aussi de par le rapport de la commission d'enquête du ministère de la Justice. C'est déjà prouvé que ces gens-là ont carrément dérapé. Ils ont agi pour le compte de l'ennemi du Burundi et ils ont passé pratiquement à côté de ce qui était prescrit dans les statuts, mais aussi dans la loi nationale. Et effectivement, ils ont été sanctionnés pour avoir dérapé. Et donc, la sanction pour ces organisations, c'est l'application de la loi, et ça se fait dans tous les pays du monde. Et le premier des principes dans l'État démocratique, c'est justement l'application de la loi. Est-ce que de manière générale, il y a des organisations de la société civile qui dérangent les institutions de l'État? Déranger, je dirais non. Dire ce qui ne va pas dans un État, cela ne signifie pas déranger. Et plutôt, si vous le dites de manière polie et légale, eh bien, on s'en saisit au niveau du gouvernement pour pouvoir rectifier le tir. Ça s'appelle la démocratie. Donc, ce n'est pas vraiment un dérangement, c'est une manière de contribuer des citoyens, parce que la démocratie donne cette possibilité à la population de contribuer pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. C'est plutôt une richesse pour le gouvernement. Vous avez parlé de 6819 organisations de la société civile inscrites au sein du ministère, mais il y a le plus souvent, jusqu'ici, moins de 300 qui se conforment à la loi de manière globale. Qu'est-ce que vous comptez, qu'est-ce que vous prévoyez, quel serait le sort pour ces organisations restantes? Elles sont encore nombreuses. Mais plus nombreuses. Le sort, il est clair. Elles vont s'effacer. Il est clair, le sort. Si vous ne conformez pas à la loi, vous vous effacez vous-même. Et on va rayer de la liste des organisations de la société civile toutes ces organisations-là qui ne veulent pas se conformer à la loi. Parce que pour être une ASBL, eh bien, il y a une loi à suivre. Si vous ne voulez pas suivre cette loi, eh bien, on va vous ôter de cette personnalité juridique et continuer avec les gens qui veulent respecter la loi. Et inversement, est-ce qu'il n'y a pas des organes de l'État, des institutions de l'État qui peuvent constituer un handicap vis-à-vis des activités de certaines organisations de la société civile? Mais pour quel intérêt? Les organes de la société civile sont là pour pouvoir appuyer l'État. Parce que ce sont des intermédiaires entre le pouvoir politique, entre les organes de l'État et la population, je dirais, à la base. Donc, leur contribution est plutôt la bienvenue. Et comment est-ce qu'on fait des crocs en jambes à ces organisations? Je reviens d'ailleurs sur ce qu'a dit l'interlocuteur ici, qui disait qu'il avait déposé à temps et qu'il y a un problème au niveau de la gestion administrative. On sait des ministères, ça c'est un pur mensonge. Au niveau de la réunion de Bugarama, on a donné la parole à plusieurs des représentants de ces organisations. Personne n'avait dit que il avait voulu se conformer à la loi et que le problème avait eu lieu au niveau de notre ministère. Est-ce que vous allez dire que Rémi Habyarimana n'a pas levé son petit doigt pour demander Jamais, il peut me contredire ici même. Il n'a pas levé son petit doigt pour dire qu'il avait déposé son dossier à temps et dans la période qui avait été donnée par le ministère d'alors. Et qu'on avait refusé de traiter son dossier. Et là, c'est une les dossiers qui avaient été raté, déposés, la plupart ont été traités, et ceux qui n'auront pas encore été sont en cours de traitement. Et quant à la suspension, je pense qu'elle est venue juste parce qu'il y avait un nouveau ministère, il fallait une réorganisation. Mais comment, d'après vous, on pouvait continuer à agréer des associations alors que même celles qui sont sur le terrain ne veulent pas se conformer à la loi? Il fallait prendre son temps et pouvoir démarrer vraiment de bon pied. Cette fois, vous êtes devant le micro, Rémi Habyarimana. Oui, il a bien compris. Il parle de vous. Il a bien conclu parce qu'il a dit que si le dossier est encore en cours de traitement, donc il faut attendre. Et c'est ce qu'ils nous ont dit et ceux qui justement ont le dossier devant eux. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un seul cas, c'est plusieurs cas. Et je comprends parfaitement
les explications qui sont données souvent, c'est encore une fois le cadre peut-être dont nous avons parlé qui pourrait être amélioré d'échange, parce que lorsque vous avez à traiter de tels cas, on a l'impression qu'on n'a pas ce sentiment de contribuer au développement, en train de contribuer aux activités du gouvernement. C'est comme si l'on était quelqu'un qui est, on est en train de quémander des avantages parce qu'on n'est pas vraiment ce citoyen qui est en train de faire ce qu'il devrait faire, et quelques agents de l'État, effectivement, des fois, posent des gestes qui ne sont pas de nature à comprendre qu'un agent de la société civile, c'est un agent qu'il faut respecter comme tout autre contributeur. Alors, pour notre cas, il a si bien dit, il y a des organisations, et ça, il faut qu'on le dise, qui avaient bien déposé les dossiers et qui ont attendu que ceux qui traitent justement le dossier évolue, et la mesure est tombée au moment où effectivement on disait par exemple, moi je suis allé 2 fois, on m'a dit, d'ailleurs la personne qui y avait le dossier, on se connaissait, alors il m'a posé la question: Rémi, est-ce que votre organisation n'est pas agréée? J'ai dit oui. Alors, il n'y a pas d'urgence. Alors ça, c'est un peu rassurant. Mais lorsque vous dites que cette fois-ci, c'est vu comme une erreur de notre part, là alors vous avez peur, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire que je n'ai pas fait? Il a si bien conclu, il a dit que ceux qui sont en cours de traitement continuent, donc nous attendons. Mais vous comprenez quand même qu'on n'est pas aussi à l'aise que ça, parce que lorsque vous devriez avoir été, avoir la prise d'acte, vous conformant avec la nouvelle loi, et que cela n'a pas encore été fait, justement, on a peur que lorsqu'on suspend ceci, demain ça sera cela, et le danger est là. Oui. Alors, sinon, si vous voulez, au niveau de... Donc, en quelques mots, vous dites que l'agrément d'une organisation de la société civile, c'est un droit, pas une faveur. Non, ce n'est pas seulement à l'agrément, c'est aussi le cadre réel de travail. Parce que, voyez-vous, par exemple, il dit qu'on n'a pas levé le doigt pour dire qu'il y en a qui avaient déposé, qui ont ce problème. Non, jusque-là, moi-même, je ne vois pas qu'il s'agissait d'un problème. Parce que ce qu'ils nous disent, ceux qui ont le dossier, ils nous disent d'attendre. Donc, si l'on vous dit d'attendre, de continuer à travailler, d'où vient justement l'illégalité? Donc nous attendons. Mais l'inquiétude avait été soulevée lorsque je sentais qu'il y avait l'impression d'être classé parmi les illégaux. Alors qu'effectivement, on a fait tout ce qu'il fallait. Alors, mais cette fois-ci, concernant... vous n'êtes pas tout de même parmi les illégaux? Je ne me considère pas comme illégal, parce que ayant fait tout ce que je devais faire, et je suis même prêt maintenant c'est pas moi seul, mes collègues et aussi ceux des autres organisations, de faire ce qui doit être fait, qui serait donné comme orientation pour qu'effectivement on soit conforme à la loi, parce qu'on veut être conforme à la loi. Tantôt, je posais la question à M. Pierre Ngoulikié du ministère ayant en charge des organisations de la société civile, si des organes de l'État peuvent constituer ou pas un handicap vis-à-vis des activités de certaines organisations. Est-ce que, inversement, est-ce qu'il y a des organisations qui peuvent déranger les pouvoirs publics? Déranger les pouvoirs publics, oui. Il l'a dit. Le dérangement peut être une sorte de péché d'omission. Encore une fois, c'est ce que je pense, comme je l'ai dit dans mon introduction, où il faudrait arrondir les angles pour que la communication soit vraiment là, que les organisations puissent s'exprimer, adresser les doléances et qu'effectivement cela soit étudié. Lorsque, par exemple, nous parlons du cadre de travail et que, par exemple, maintenant, plusieurs organisations ont été connues des problèmes justement inhérents à l'État,
de fait qui est là où la quasi-totalité des partenaires se retrouvent disant nous attendons parce qu'il y a des contacts qui se font. Et les organisations sont obligées de réduire graduellement leurs activités parce qu'ils y sont financés seulement par les partenaires. Ailleurs, le gouvernement entre dans le jeu. Ailleurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Burundi, c'est ça? Je connais pas encore le cadre à travers lequel les organisations de la société civile peuvent entrer pour bénéficier des financements de la part du gouvernement. Mais en plus, même les cadres qui sont là, je vous fais l'exemple. Pour les ONG internationales, il y a une loi qui les régit et selon laquelle les fonds qui sont déjà sur le sol burundais appartiennent au gouvernement, au Burundais. Et il n'y a pas à ce que ces ONG aillent, par exemple, demander ces financements pour le compte des ONG internationales, parce que c'est justement le cadre des organisations de la société civile burundaise. Mais parce que le cadre n'est pas bien clair et qu'il n'y a pas la main de l'État pour faire respecter cette loi, vous vous retrouvez en train de vous bousculer avec des ONG internationales, et là vous comprenez que les rapports de force ne sont pas égaux. Ce qui devrait être beaucoup plus orienté vers les organisations de la société civile burundaise se retrouve beaucoup plus orienté vers les acteurs internationaux, et finalement cela affaiblit ce secteur. Deuxièmement, c'est lorsque justement nous parlons des statistiques dont il nous a fait état, et vous vous retrouvez finalement qu'il y a des problèmes qui pourraient être résolus s'il y avait ces contacts permanents pour que cela soit considéré comme une doléance, et que si l'acteur de la société civile a joué son rôle, au gouvernement de jouer aussi le sien, et tout cela irait et ferait effectivement que les choses se fassent correctement. Une petite question que je vais poser à vous deux, même en Faustin peut-être. Il y a des organisations qui sont jugées proches du pouvoir, des organisations de la société civile, je dis bien, qui sont jugées comme proches du pouvoir ou du parti au pouvoir. Est-ce que vous affirmez que ces organisations existent, M. Rémy? Et c'est la même question que je vais poser à vous, Pierre Mourikié. Ces organisations existent et c'est la conséquence directe de ce dont je parlais tout à l'heure. Si il y a absence totale de ceux qui, les cadres ne sont pas clairs de financement, parce que dans nos attentes, il y a une sorte de renforcement des capacités que nous attendions du gouvernement. Il y a l'appui technique et financier que nous attendions du gouvernement. Et lorsque cela n'est pas fait, c'est fait par quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison, je l'ai dit, la quasi-totalité des organisations de la société civile s'orientent vers l'extérieur. Et en ce moment-là, il y a une tentative de classification, de bipolarisation. Et ceux qui s'orientent vers l'extérieur, cet extérieur n'est pas nécessairement pro-gouvernemental. Ce n'est pas pour dire que tout le monde est contre le gouvernement, non. Mais si par malchance vous vous orientez vers quelqu'un qui agit contre ou qui a des intérêts autres que ceux qui convergent avec celui du gouvernement, vous êtes classifié de ce camp-là. Et de l'autre côté, s'il y a des points de convergence ou des avantages ou des ouvertures qui ont été faites à l'endroit d'une ou deux organisations qui ne pouvant pas être de ce côté, mais se retrouvent facilitées positivement ou négativement par le gouvernement, alors là, je ne sais pas si ce n'est pas différent de ce que l'on appelle la corruption passive. Donc, vous vous sentez redevable à celui qui vous fait travailler si vraiment la négociation n'a pas été bonne. Alors, ce que nous voulons, c'est que justement, même ceux qui sont en train de collaborer avec les apports extérieurs, que les cadres soient bien proscrits et que finalement ils se sentent protégés, qu'ils ne se sentent pas obligés de trop se pencher du camp de celui qui pourrait nuire aux bonnes actions du gouvernement. Est-ce que vous avez un mot à y placer, monsieur le porte-parole du ministère? Je dirais que je n'épouse pas cette vision des choses. Dire qu'il y a bipolarisation. Et je vais bientôt me rendre chez Faustin Ndikumana, en ligne au téléphone. Dire qu'il y a bipolarisation dans la société civile, il y a des proches
du gouvernement ou ou du parti au pouvoir et des éloignés du gouvernement. Je pense que ça c'est vraiment une manière de déraper encore une fois. Parce que chaque organisation, quand elle demande son agrément, elle présente un statut, un dossier. Et dans le dossier, il y a une pièce centrale et ce sont les statuts. Et dans les statuts, nulle part, ils nous disent que, eh bien, ils vont se ranger dans un cas ou dans l'autre. Et dans le statut, ils présentent les objectifs, l'objectif global, les objectifs spécifiques. Ils présentent également les sources de financement pour les activités, mais ils ne disent jamais qu'une fois obtenu le financement de la part de l'extérieur, eh bien, ils vont s'éloigner du gouvernement. Ou bien, une fois obtenu leur financement de l'intérieur, eh bien, ils vont se rapprocher du gouvernement. Cela n'est pas dit dans les statuts. Alors, nous, au niveau du ministère, nous ne regardons que les statuts. Si vous avez présenté les statuts qui nous disent que, eh bien, l'objet de votre ASBL, c'est celui-ci, nous regardons que effectivement, vous suivez votre statut. Le problème, c'est que la plupart de certaines de ces organisations dérapent carrément. Ce n'est pas parce qu'un étranger vous a financé que vous oubliez ce que c'est votre pays. C'est parce que c'est ce que nous avons constaté. Si vous dites que vous vous éloignez du gouvernement du Burundi, qui vous a agréé, alors vous vous approchez de qui? Et vous voulez exercer où? C'est ça le grand problème. Je pense que les gens qui ont suivi cette voie de bipolarisation, c'est là même qui ont eu des problèmes, surtout avec 2015. On a constaté mais les critiques de la part des organisations de la société civile, ces critiques vis-à-vis du gouvernement, vous pouvez accepter facilement. Ils sont toujours les bienvenus, je l'ai déjà dit. Mais ça dépend de la manière de les exprimer. Il y en a qui les expriment par la violence. L'insurrection de 2015, c'était une forme d'expression des critiques. Est-ce qu'elle est légale? Elle n'était pas légale. Donc, il y a une manière légale d'exprimer les critiques. Et si les critiques sont exprimées de manière légale, eh bien, au niveau du gouvernement, on les prend et on essaie d'y travailler. Mais si vous les exprimez de manière illégale, là, on vous prend pour un contrevenant à la loi et on applique la loi. Faustin Ndikumana, je ne sais pas si vous restez encore en ligne avec nous, au téléphone. Faustin. Je vous entends. Merci beaucoup. Vous êtes toujours en ligne. On parlait de ces organisations de la société civile. Il y en a qui, selon Rémi Habzalimana de la maison Lueur d'Espoir, qui dit que oui, il y a des organisations qui sont directement ou indirectement proches du pouvoir ou du parti au pouvoir. Mais le porte-parole du ministère, Pierre Nkurikiye, nie catégoriquement que cette manière de travailler n'existait pas. Je ne sais pas ce que vous allez dire par rapport à cela, M. Faustin. Bon, moi je l'ai dit, tout découle de la situation de crise qui vient de secouer notre pays. Vous savez, en période de crise très récemment, il y a eu une certaine opinion qui a taxé certains organes de la société civile comme des opposants qui critiquent. Et dans la foulée, il y a eu agrément qui a des organes de la société civile, soi-disant qu'elles viennent pour contrebalancer l'action des organes de la société civile, soi-disant qui sont versés dans l'opposition ou quoi. Et il y a eu, vous vous souvenez, situation, il y avait des messages, contre-messages, des organes de la société civile. À un certain moment, les organes de la société civile sont tombés dans ce piège et sans le savoir. Et j'imagine que on le voyait des fois même dans les organisations, au moment des activités, des festivités officielles, on voyait qu'il y a certaines organisations qui étaient invitées plus que d'autres. Et à un certain moment, on se disait que même la société civile n'avait pas su qu'elle est déjà tombée dans un piège où elle a déjà été divisée, soit disant qu'une partie est proche de l'opposition et proche du pouvoir. J'imagine qu'aujourd'hui, plutôt, c'est la mission, c'est l'objectif du nouveau gouvernement de dissiper tous ces malentendus, de dissiper cette situation, parce que avec la loi dont j'ai parlé, il y avait un cadre de concertation qui devait, où tous ces problèmes devaient être traités. Et donc, le nouveau gouvernement et le nouveau leadership
devrait vraiment aider à ce que cette situation disparaisse complètement. Les organisations de la société civile sont des organisations qui doivent défendre les intérêts citoyens. Ils ne doivent pas dire je suis proche du pouvoir, je suis dans l'opposition. Ils ne font que travailler naturellement avec le gouvernement dans les secteurs variés, donner des critiques responsables, orienter les messages vers, donc compléter le gouvernement dans ses limites. J'imagine vraiment que la réunion de Bugarama devrait vraiment peut-être aussi donner une lueur d'espoir, un élan nouveau pour que ces histoires de division de la société civile disparaissent complètement. C'est ça mon opinion. Mais ça a existé très récemment, on l'a vu. Il faut vraiment que ça cesse plutôt. Et vous avez parlé tantôt de pas mal de défis, d'autres intervenants ici au studio ont évoqué aussi des défis. Et sinon, est-ce que tant que vous restez en ligne, est-ce que vous pouvez évoquer ou exprimer des voies de solution pour cheminer ensemble? Je parlais de société civile, institutions de l'État, pour bien renforcer la démocratie dans le pays. Nous sommes en train de parler justement de la contribution de la société civile, des organisations de la société civile dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Des voies de solution, Monsieur Faustin. D'abord, tout à l'heure, on a dit vous avez posé la question, vous demandez si des fois il y a des institutions de l'État qui sont gênées par les acteurs de la société civile. Je dois dire que les institutions... Et inversement aussi. Et inversement. Les institutions de l'État, d'abord, ils sont incarnés par des personnes. Ce sont des personnes qui incarnent les institutions de l'État. Il arrive alors des fois où, si c'est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, quel que soit son rang, rompu par exemple aux pratiques de la corruption ou de mauvaise gestion, il est tout à fait normal qu'il est gêné par des associations de la société civile qui sont beaucoup plus enclines à dénoncer les abus ou les malversations économiques. Ils se sentent gênés, ils peuvent mettre des entraves pour gêner le fonctionnement de ces organisations. Ça arrive. Et s'il y a des organisations de la société civile aussi qui dérapent, il faut traiter cas par cas. Là, la loi est claire. Si on invite la dite organisation, on lui montre là où elle a dérapé, là, je n'y vois aucune objection. Et d'ailleurs, quand, justement, je l'ai dit, quand la loi a été votée, on espérait que la mise en place de ce cadre, je l'évoque en présence du représentant du ministère de l'Intérieur, il y a le chapitre 2 de la nouvelle loi dit qu'on doit mettre sur le pied un cadre de concertation permanent entre la société civile et le gouvernement pour traiter toutes les questions qui peuvent gêner la bonne collaboration entre le secteur public et la société civile. Donc, même des réunions devraient être tenues. On ne comprend pas comment il y a des organisations qui ont été suspendues, qui ont été sanctionnées, alors que ça devait avoir passé même dans le cadre de ce cadre de concertation. Et pour l'autre cas, je me dis que les autres défis, si on harmonise les relations entre la société civile et le gouvernement, et le message a été donné, je crois bien qu'aujourd'hui, avoir les missions ambitieuses du nouveau gouvernement, la lutte contre la corruption, le renforcement de la bonne gouvernance, l'alliance pour la relance économique, vraiment, l'action de la société civile vraiment est bienveillante dans d'autres missions ambitieuses. Je crois qu'il faut plutôt harmoniser ces relations, donner un élan nouveau et mettre sur pied toutes ces cadres de fonctionnement pour permettre à harmoniser ces relations. Encore une fois, il y a un autre chapitre qui dit qu'il y a une possibilité de déclarer certaines organisations de la société civile d'utilité publique. Il y a une procédure de déclarer des organisations de la société civile d'utilité publique. Ce mécanisme aussi existe. Il faut voir comment alors l'utiliser aussi pour bien juger, pour bien coter certaines organisations de la société civile qui
qui défendent les intérêts au niveau national. Un autre élément très important, c'est justement la collaboration de la société civile avec les entités administratives à la base. Parce que si on a un agrément au niveau national, des fois où il y a des amiches, des entraves au niveau local, et on exige tel ou tel autre document, telle ou telle autre permission, alors qu'au niveau national, le ministre de l'Intérieur a déjà accordé l'agrément, donc la permission de fonctionnement. Alors, espérons que le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique vous entend à travers justement le porte-parole de son ministère qui est avec nous au studio, Pierre Nkoulikié. Je pense que vous pouvez en dire quelque chose. Nous sommes en train de parler des voies de solutions pour cheminer ensemble dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Organisation de la société civile, institutions de l'État, cheminer ensemble dans cette noble mission. La première des choses, c'est de remettre de l'ordre au sein de ces organisations. Et c'est ce que le ministre, son Excellence le ministre, a commencé en organisant justement cette réunion. S'il a décidé à ce qu'on leur fasse 2 présentations, les experts leur fassent 2 présentations. La première sur la cohésion, le rôle de la société civile dans le rôle des associations sans but lucratif dans la cohésion sociale et la deuxième dans le développement communautaire. C'était pas pour rien. C'était pour leur rappeler les rôles parce que la plupart visiblement ne savaient plus quel était leur rôle. À voir notamment leurs agissements dans les périodes passées. Il faut que ces organisations gardent le cap dans la cohésion sociale et le développement communautaire. Et donc, on va remettre, au niveau du ministère, on va remettre de l'ordre, donc, rayer de la liste de ces organisations, toutes ces organisations qui ne veulent pas se conformer à la loi et ne garder que des organisations qui respectent la loi. Ça, c'est la première chose. Et pour ceux-là qui seront gardés, on leur demande de revoir leur statut et de notre travail que conformément à la loi. Donc, éviter les dérapages tels qu'on en a constaté, eh bien, on va cheminer ensemble parce que il y a une chose qui m'a étonné ce jour-là de la réunion. Oui, on a manqué de place pour les représentants de ces organisations et à l'extérieur, on a manqué surtout de parking pour les belles voitures, les jeeps, les Prado. Il y avait de belles voitures de ces responsables. Qui avaient transporté ces responsables. D'où viennent tous ce charroi. C'est des financements. Des financements. Il y en a qui ont manqué de financement, qui attendent encore des financements. De l'État n'a pas. Mais il y en a qui ont eu des financements, mais qui en ont utilisé pour leurs propres intérêts, alors qu'ils devraient servir les intérêts de la population d'abord. Et donc, si nous on remet de l'ordre au sein de ces organisations et que c'est les organisations qui seront retenues et travaillent conformément à la loi, eh bien, on va cheminer ensemble pour pouvoir aboutir à l'objectif principal qui est de faire à ce que chaque bouche du Burundi ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Et un appel à lancer, en quelques mots, un appel à lancer à ces organisations qui ne se conforment pas à la loi. Elles sont des milliers contre quelques petites centaines qui se conforment à la loi. L'appel, il est simple, c'est de leur dire de se conformer à la loi. Rien que ça. Ce n'est pas difficile à faire. Il suffit d'organiser une assemblée générale et de demander la prise d'acte de l'Assemblée générale qui a conformé leur statut à la loi, à la nouvelle loi. Rémi Habzalimana, de la maison Lueur d'Espoir, un mot à placer avant de terminer l'émission Mosaïque. Juste pour dire que ceux qui se sont fait agréer ou qui voudraient se faire agréer prouvent par ces gestes qu'ils veulent contribuer. Et je suis content d'entendre qu'effectivement, les mécanismes vont être recentrés. Et si ces facilités sont là, je crois qu'on ne saurait pas faire une chose et son contraire. Les dérapages sont possibles,
Et le gouvernement est là justement pour siffler en cas de dérapage, mais que ceux qui vraiment prouvent qu'ils veulent agir positivement aient des cadres et des opportunités favorables pour le faire. Alors, c'est justement ce qui ferait que s'il y a cette communication permanente et que les avis et considérations sont prises, je crois que rien n'empêcherait pas que ces organisations qui, de par leur volonté, ont prouvé qu'ils veulent contribuer, ne le feraient pas et ne se conformeraient pas à la loi. Merci. Merci beaucoup, M. Rémi Habzalimana. Merci de votre participation et contribution à cette émission Mosaïque d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie et je remercie ceux qui nous ont suivis. Nous disons également merci à vous, Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique. Merci également. Faustin Ndikoumana avec nous au téléphone. Si vous nous entendez encore, merci d'avoir été des nôtres à travers cette émission Mosaïque. Merci de votre contribution. Je rappelle que vous étiez à une certaine localité de l'intérieur du pays. Merci. Merci beaucoup. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur le rôle de la société civile dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Une émission mise en onde par Eli Kadogo, réalisation d'Alain Désiré Boukeneza, prise d'image de Renaud Nyongeza et Gracia Justicia Tuikeze. Au micro, vous étiez avec Léon Sevitaliho. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine.